Il a retiré son alliance au dîner. J'ai dit compris. Après 5 jours sans nouvelles, mon détective m'a apporté les preuves, des photos de lui dans un hôtel balnéaire avec mon associé. Je m'appelle Amélie Dubois et j'avais 36 ans le soir où mon mari, Étienne, a retiré son alliance et l'a posée délicatement à côté de son verre d'eau, comme s'il restituait quelque chose qu'il n'avait fait qu'emprunter. De l'extérieur, nous avions l'air stable, solide même. J'étais copropriétaire d'une société de conseil en logiciel qui venait de décrocher un contrat à 7 chiffres en euros. Nous vivions dans une maison de bon goût, sans être trop tape à accent Graveleuil, dans un bon quartier. Nous avions des valises assorties, une carte de fidélité commune chez Carrefour, un golden retriever nommé Milo et 8 ans de vacances partagées, de blagues privées et de disputes qui, disions-nous toujours, nous rendaient plus forts. Si vous nous aviez vus de l'autre côté du restaurant ce soir-là, vous auriez pensé que nous n'étions qu'un autre couple marié fatigué, mangeant dans un silence confortable. Vous n'auriez pas remarqué la façon dont les doigts de mon mari tremblaient alors qu'il retirait la bague. Vous n'auriez pas entendu le léger déclic lorsqu'elle a touché la table. Vous n'auriez certainement pas senti mon estomac tomber comme si le câble d'un ascenseur venait de se rompre. Je ne suis plus sûr de nous, a dit Étienne. 7 mots. 8 ans. Pendant une seconde, la phrase est restée en suspens entre nous. Irréel. J'ai fixé la bague, le même simple anneau que j'avais glissé à son doigt lors de notre mariage. Mes mains tremblaient de nervosité et de champagne à l'époque. Ce soir-là, la seule chose qui tremblait était ma certitude. Je m'attendais à ce que ma bouche commence à négocier avant même que mon cerveau ne comprenne. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de cela, quelque chose de plus froid a pris le pas sur la panique. Compris, ai-je dit. Le mot avait un goût métallique. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Je l'ai vu à la façon dont sa mâchoire s'est crispée, comme si j'avais manqué une réplique. Amélie, tu as entendu ce que je viens de jeter entendu. J'ai pris mon verre, bu une gorgée d'eau dont ma gorge ne voulait pas. Tu n'es plus sûr de nous. Il a scruté mon visage, attendant des larmes, un drame, des supplications. Les gens comme Étienne sont habitués aux amortisseurs émotionnels, à ce que quelqu'un d'autre absorbe l'impact de leur choix. Je me suis contenté de l'observer. Nous avons fini le repas en silence. Le serveur est venu 2 fois demander si tout allait bien. Étienne a dit oui. Je n'ai rien dit. L'addition est arrivée. J'ai payé. La bague est restée sur la table jusqu'à la dernière seconde, quand Étienne l'a ramassée vivement, comme s'il réalisait soudain que la laisser derrière pourrait être définitif. Dehors, l'air nocturne était frais et un peu humide. Nos voitures étaient garées à 2 places l'une de l'autre. Je crois que je vais rentrer seul, a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Je m'en doutais, ai-je répondu. Sa bouche s'est tordue. Un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de sincère. Au lieu de ça, il a simplement hoché la tête, déverrouillé sa voiture et est parti. Je suis resté là, à regarder ses feux arrière disparaître, les traînées rouges se fondant dans le trafic ordinaire. Puis je suis monté dans ma propre voiture et je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé dans l'allée, la lumière du porche était allumée. La voiture d'Étienne était déjà là. À l'intérieur, la maison semblait étrange, comme si les meubles s'étaient déplacés de quelques degrés pendant notre absence. Milo est venu vers moi en trottinant, la queue battante, bienheureux et ignorant. Je lui ai gratté derrière les oreilles, en tendant l'oreille. Des tiroirs qui s'ouvrent, des portes de placard qui coulissent, la fermeture éclair d'une valise. Je suis resté dans le couloir quelques secondes, respirant l'odeur de notre foyer, la lessive, le shampoing de Milo, la légère trace de l'eau de Cologne d'Étienne qui ne quittait jamais tout à fait l'air. Puis je suis monté à l'étage. Notre chambre ressemblait à un champ de bataille après une tempête. Le placard à moitié ouvert, des piles de vêtements sur le lit. Étienne se déplaçait avec des gestes rapides et efficaces, comme s'il avait répété la scène. Une valise cabine gisait ouverte, déjà à moitié pleine. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, même si la réponse était évidente. Il ne m'a pas regardé. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Recul où? Je ne sais pas encore. Il a attrapé une pile de t-shirts et les a fourrés dans la valise. J'ai juste besoin d'espace. S'il te plaît,
ne me contacte pas pendant mon absence. Cette phrase m'a fait tiquer. Ne pas te contacter. Oui. Il a enfin croisé mon regard et je l'ai vu. Ce mélange de culpabilité et de suffisance que je n'avais pas voulu nommer auparavant. J'ai besoin de réfléchir sans influence. Influence? C'était un nouveau mot pour moi. Combien de temps, ai-je demandé? Quelques jours. Il a fermé une poche intérieure. Peut-être une semaine. Je te contacterai quand je serai prêt. Tu me contacteras, ai-je répété, comme si nous prenions un rendez-vous chez le dentiste. Il a hésité, comme s'il s'attendait à ce que je lui attrape le bras, que je pleure, que je me jette en travers de la porte. Comme je n'ai rien fait de tout cela, son hésitation s'est transformée en irritation. Amélie, dis quelque chose, a-t-il lâché. J'essaie d'être honnête, là. Tu n'es plus sûr de nous, ai-je dit calmement. Tu as besoin d'espace. Tu me feras savoir quand tu auras décidé si ton mariage survit. Ai-je oublié quelque chose? Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu es froide. Tu es en train de faire une valise. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. C'était le moment, dans tous les films, où la musique monte, où l'un des deux s'effondre et avoue le vrai problème, où il décide de se battre. Nous n'étions pas dans un film. Très bien, a-t-il marmonné en fermant la valise. Je t'enverrai un texto quand je serai installé. Ne te donne pas cette peine, ai-je dit. Je le saurai. Ça l'a déstabilisé. Il a secoué la tête, a attrapé la poignée de la valise et m'a frôlé en passant. Milo l'a suivi à mi-chemin dans les escaliers, confus, puis est remonté pour se blottir contre ma jambe. La porte d'entrée s'est ouverte, puis refermée. Le silence, à l'exception du bourdonnement du frigo et des battements de mon propre pouls. Étienne ne supporte pas la solitude. Pas vraiment. Chacune de nos disputes s'était terminée de la même manière, non pas avec lui partant méditer dans un chalet, mais en appelant sa sœur, sa mère ou quelqu'un d'autre qui le rassurerait en lui disant qu'il était un type bien dans une situation difficile. Il a besoin d'un public, de quelqu'un pour le présenter comme la victime des circonstances. Ne me contacte pas pendant mon absence, ai-je murmuré à Milo. Ça, ce n'est pas Étienne. C'est un scénario. Je suis allé dans mon bureau et j'ai allumé la lumière. La douce lueur a éclairé la photo encadrée sur mon bureau. Moi, Étienne et Chloé lors de notre dîner de célébration le mois dernier. Mon bras autour de la taille de Chloé. Le bras d'Étienne sur mes épaules. On dirait une équipe. J'ai fixé le sourire de Chloé. Chloé Leroy, 36 ans, mon associé, ma meilleure amie, la femme avec qui j'avais bâti une entreprise à partir d'un espace de coworking miteux et d'un ordinateur portable d'occasion. Elle et Étienne étaient sortis ensemble brièvement à l'université avant de rompre et de rester amis. Ils m'avaient raconté cette histoire ensemble une fois, en riant, insistant sur le fait que c'était de l'histoire ancienne. Je les avais crus. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je voulais. Ce n'était pas celui de Chloé. Le détective privé a répondu à la deuxième sonnerie. Agence Martini. Bonjour, c'est Amélie Dubois, ai-je dit. Ma voix semblait stable, même à mes propres oreilles. Nous avons fait appel à vous il y a quelques années pour ce vol dans la petite caisse de mon entreprise. Bien sûr, Madame Dubois. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous suiviez quelqu'un, ai-je dit. Mon mari. Il vient de quitter la maison au volant d'une Peugeot 508 argentée. Je veux savoir où il va, avec qui il est, et je veux des photos. Autant que vous pourrez en prendre. Il y a eu une brève pause. Entendu. Envoyez-moi sa plaque d'immatriculation et toutes les photos récentes que vous avez de lui. Je vous recontacterai. Nous avons raccroché. J'ai envoyé ce dont il avait besoin, puis j'ai posé le téléphone et j'ai fixé mon propre reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails professionnels, j'ai retrouvé le contrat que nous venions de signer avec un client majeur. 7 chiffres, des années de stabilité, le genre d'accord que l'on célèbre au champagne et autour duquel on fait des projets de vie. Étienne était à ce dîner. Il avait passé un bras autour de mes épaules et m'avait dit à quel point il était fier, à quel point il était excité d'avoir enfin le budget pour refaire la cuisine. Chloé avait trinqué avec moi et dit, ce n'est que le début, Amélie.
Apparemment, j'étais la seule à ne pas avoir réalisé qu'ils étaient déjà au chapitre suivant. 2 jours plus tard, le détective a appelé. J'ai une localisation, a-t-il dit. Votre mari s'est enregistré dans une station balnéaire sur la côte d'Opale. Un endroit assez chic. Est-il seul, ai-je demandé, la gorge soudainement sèche. Une pause. Non, a dit le détective calmement. Il y a une femme avec lui. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Pouvez-vous obtenir des photos? J'y travaille. Je vous les enverrai dès que j'aurai des clichés nets. Cette nuit-là, mon ordinateur portable a vibré à la réception de fichiers. J'ai ouvert le dossier, à moitié certaine que j'allais me réveiller, que les images se brouilleraient en un non-sens. Elles ne l'ont pas fait. Photo après photo, Étienne au bord de la piscine, les épaules détendues, l'expression plus légère que je ne l'avais vue depuis des mois. Une femme à moitié tournée vers lui, riant. Sur la photo suivante, elle s'est déplacée juste assez pour que l'appareil photo capture son visage. Cheveux bruns attachés en un chignon lâche. Un profil familier, le délicat collier que je lui avais offert lorsque nous avions décroché notre premier gros client. Chloé, mon associé, mon ami, l'ex d'université de mon mari. Une autre photo, Étienne lui appliquant de la crème solaire sur les épaules nues. Chloé se penchant en arrière contre son contact, les yeux fermés. Une autre, eux se tenant la main en marchant sur la plage, les têtes penchées l'une vers l'autre. Une autre, un cliché granuleux d'eux s'embrassant au bar de la piscine, des verres sur le comptoir. La dernière était deux disparaissant ensemble dans une chambre d'hôtel, la main d'Étienne sur le bas de son dos. Pendant un long moment, tout ce que j'ai entendu était le faible sifflement de ma propre respiration et le ronronnement lointain du lave-vaisselle en bas. Puis quelque chose à l'intérieur de moi s'est mis en place. J'ai commencé à tout sauvegarder. Photos téléchargées, sauvegardées dans 3 dossiers différents, le rapport du détective enregistré en PDF. L'horodatage du texto d'Étienne. J'ai besoin d'espace copié dans une note à côté des informations de réservation de l'hôtel que le détective avait obtenu. J'ai ouvert mon contrat d'association avec Chloé, fait défiler jusqu'à la section 14B, la clause de moralité que nous avions ajoutée en plaisantant autour d'un verre de vin un soir. Si l'un des partenaires se livre à une conduite qui porte matériellement atteinte à la réputation de l'entreprise, disait la clause, l'autre partenaire peut forcer un rachat à une valorisation calculée sur la base du dernier audit certifié de l'entreprise. Il y a 3 ans, avant l'expansion, avant les nouveaux contrats, avant que nous ne triplions notre liste de clients. Je me suis assise, fixant le jargon juridique que j'avais autrefois trouvé presque amusant. Maintenant, c'était comme une arme chargée que je ne savais pas que je tenais. 5 jours après son départ, Étienne est rentré dans la maison comme s'il revenait d'un voyage d'affaires. Il avait l'air bronzé, reposé, sa valise roulant derrière lui. Milo a aboyé une fois, puis est resté en retrait, sentant la tension dans l'air. « Salut », a dit Étienne en lâchant la poignée. « On peut parler ?» « Bien sûr », ai-je dit. J'étais à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, une enveloppe posée devant moi. Il s'est assis en face de moi, les yeux pleins d'une fausse inquiétude et d'une vulnérabilité répétée. « Amélie, ces derniers jours ont été... » J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table avant qu'il ne puisse finir. Il a froncé les sourcils, l'a ouverte, a sorti les papiers. Ses yeux ont balayé la première page. La couleur a quitté son visage. Des papiers de divorce? Sa voix s'est brisée. Tu es sérieuse, là, maintenant? Très sérieuse, ai-je dit. C'est insensé. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir et toi, j'ai tourné l'ordinateur portable vers lui et j'ai cliqué. Les photos ont rempli l'écran. Il est devenu très immobile. Tu m'as fait suivre, a-t-il murmuré. Je t'ai donné de l'espace, ai-je dit. Et j'ai documenté ce que tu en as fait. Il a secoué la tête lentement, fixant les images comme si le simple déni pouvait les pixeliser jusqu'à l'inexistence. Amélie, tu réagis de manière excessive, a-t-il finalement dit, la voix tremblante. C'est juste arrivé. On ne voulait pas que ça n'arrête, ai-je dit. Tu as 30 jours pour signer ces papiers. Après ça, je cesserai d'être généreuse. Son regard est passé de l'écran à mon visage. Pour la première fois depuis qu'il avait retiré son alliance au dîner, il a réalisé que je ne bluffais pas. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte, a-t-il dit. C'est aussi ma maison.
L'acte de propriété est à mon nom, ai-je répliqué. Je l'ai acheté avant notre mariage. Vérifie les registres. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment reconnu. Ni lui, ni elle. Tu es cruel, a-t-il dit, des larmes commençant à poindre. Tu essaies de ruiner ma vie pour une erreur. 9 mois, ce n'est pas une erreur, ai-je dit doucement. Et je ne ruine rien, Étienne. Je m'assure juste qu'il y ait des conséquences. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a saisi l'enveloppe avec des mains tremblantes et a quitté la pièce. Un instant plus tard, la porte d'entrée a claqué. Je suis resté assise dans la cuisine silencieuse, l'écho du claquement se fondant dans le bourdonnement du frigo. Milo a posé sa tête sur mon genou. J'ai passé mes doigts dans sa fourrure et j'ai expiré. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert un nouveau fil de discussion avec Chloé Leroy. Nous devons nous voir au bureau demain à 9 h. Non négociable. J'ai appuyé sur envoyer, fermé l'ordinateur portable et j'ai finalement baissé les yeux sur la bague d'Étienne, toujours là où il l'avait laissée sur la table, il y a 5 jours et toute une vie. Je ne l'ai pas ramassée. Chloé avait 10 minutes de retard à la réunion qu'elle n'avait pas acceptée. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les murs de notre salle de conférence étaient en verre, donnant sur l'open space. De ma place au bout de la table, je pouvais voir mon équipe vaquer à ses routines matinales. Café, bavardage, écouteurs en place. Aucun d'eux ne savait que la femme dont le nom était imprimé à côté du mien sur la plaque du hall avait passé les 5 derniers jours dans un hôtel de luxe avec mon mari. Au bout de 9 minutes, mon téléphone s'est allumé. Chloé, un peu en retard. Embouteillage. J'arrive dans 5 minutes, les embouteillages, bien sûr. J'ai fixé le message, puis le dossier devant moi, les documents de dissolution de la société, des copies de la clause de moralité, le rapport du détective et chaque photo étiquetée et horodatée comme une preuve dans un dossier judiciaire. À 9h14, elle est entrée en trombe. Amélie, je suis tellement désolée, a dit Chloé, légèrement essoufflée, les cheveux relevés en un chignon souple, le maquillage impeccable. Le périphérique était, elle s'est arrêtée en voyant mon visage. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou la reconnaissance que le script qu'elle avait préparé n'allait pas avoir l'effet escompté. Ferme la porte, ai-je dit. Elle l'a fait. La salle de conférence a semblé soudain plus petite. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Ton texto avait l'air intense. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait glisser le dossier sur la table. Lis. Elle a froncé les sourcils, l'a ouvert, a parcouru la première page. La couleur a quitté son visage d'1 millimètre. Dissolution de la société, a-t-elle dit en riant faiblement. C'est une sorte de blague? Parce que si c'est à propos du retard sur le compte Johnson, je t'ai dit continue de lire. Elle a dégluti et a tourné la page suivante. Ses yeux se déplaçaient plus vite maintenant, survolant un jargon juridique qu'elle avait autrefois prétendu comprendre, mais probablement pas. Quand elle a atteint la section surlignée, sa main s'est crispée sur le papier. Section 14b, ai-je dit. La clause de moralité. Celle que nous avons ajoutée ce soir-là dans ton appartement quand la musique de tes voisins était si forte qu'on s'entendait à peine parler. Tu te souviens, on plaisantait sur la façon dont certains fondateurs se font ruiner quand leur partenaire fait une bêtise en public, alors on a décidé de se couvrir. La clause stipule, ai-je continué d'un ton égal, que si l'un des partenaires se livre à une conduite qui porte matériellement atteinte à la réputation de l'entreprise, l'autre partenaire peut forcer un rachat sur la base de la valorisation de notre dernier audit certifié. Il y a 3 ans, a-t-elle dit automatiquement, puis s'est figée. Il y a 3 ans, ai-je confirmé. Sa respiration a changé. Elle faisait le calcul. Il y a 3 ans, avant l'expansion, avant que nos effectifs ne triplent, avant les contrats à 7 chiffres, avant que l'entreprise ne vaille 3 fois ce qu'elle valait alors. Toi, a-t-elle murmuré. J'ai tendu la main, ouvert le rabat arrière du dossier et sorti une photo brillante. Étienne au bord de la piscine, Chloé à côté de lui, sa main sur sa cuisse. Elle est devenue absolument immobile. Je suis très sérieuse, ai-je dit. Continue. J'ai étalé les photos entre nous. Eux se tenant la main sur la plage. Eux s'embrassant au bar de la piscine.
eux disparaissant ensemble dans une chambre d'hôtel. Sa main au creux de son dos, comme elle avait été la mienne autrefois. Chloé n'a pas tendu la main vers elle. Elle les fixait comme si elle pouvait lui brûler les doigts. « Tu m'as fait suivre », a-t-elle finalement réussi à dire. « J'ai fait suivre mon mari », ai-je corrigé. « Tu t'es juste retrouvé dans le champ. » Amélie, c'est elle à secouer la tête, les yeux brillants. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment ?» ai-je demandé doucement. « Parce que ce que je crois voir, c'est mon associé et mon mari s'enregistrant ensemble dans un hôtel de luxe moins de 48 heures après qu'il m'a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à notre mariage. » Des larmes ont coulé. Chloé était une jolie pleureuse, les yeux vitreux, le nez à peine rougi. Je me suis demandé combien de fois ils avaient répété ça, consciemment ou non, qui dirait quoi, comment ils présenteraient les choses. On ne voulait pas que ça arrive, a-t-elle dit, la voix tremblante. Les choses se sont compliquées. Toi et Étienne vous disputiez tout le temps, et il est venu me voir, et on s'est connecté. Ne le dis pas, les jeux coupés. Ne dis pas on s'est connecté comme si c'était une réplique d'un film à l'eau de rose. Elle a tressailli. Depuis quand, ai-je demandé. Quoi? Depuis quand tu couches avec mon mari, Chloé? Elle a hésité. C'était ma réponse avant même qu'elle ne parle. 6 mois, a-t-elle dit. Peut-être 7. Je ne sais pas exactement quand ça a basculé. Ce n'était pas comme si on l'avait prévu. 6 mois, ai-je répété. J'ai pensé au fil de discussion que j'avais trouvé sur l'iPad d'Étienne, datant de 9 mois. Pas encore. Pas avant d'avoir tout aligné. Et pendant ces 6 mois, ne t'est-il jamais venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, ton comportement pourrait être considéré comme portant matériellement atteinte à la réputation de l'entreprise que tu copossèdes avec sa femme? Amélie, s'il te plaît. Son sang-froid s'est fissuré. Elle s'est penchée en avant, les paumes à plat sur la table. On peut arranger ça. On n'est pas obligé de faire quelque chose de radical. J'ai fait une erreur. On a fait une erreur. J'aime cette entreprise. J'y ai tout mis. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Je ne te jette pas dehors, ai-je dit. Je te rachète tes parts, conformément à l'accord que tu as signé. Elle a eu un rire sec et laid. À une valorisation d'il y a 3 ans, c'est du vol. Tu aurais dû y penser avant de s'aborder mon mariage au bar de la piscine, ai-je dit. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne peux pas faire ça. Je t'attaquerai en justice. N'importe quel juge verra que c'est de la vengeance. Vas-y, je t'en prie, ai-je dit. Explique à un juge pourquoi tu as pensé que c'était judicieux de coucher avec le mari de ta cofondatrice, puis de partir en vacances avec lui, dans un endroit où la moitié des gens ont des téléphones avec appareil photo. Et pendant que tu y es, tu pourras peut-être expliquer certaines des dépenses sur la carte de l'entreprise que mon comptable a signalée cette semaine. Cette partie était du pur bluff. J'avais demandé à mon comptable de commencer à creuser, mais nous n'avions encore rien de concret. J'ai observé son visage. Elle est devenue blême. Tu as fouillé dans les comptes, a-t-elle murmuré. Chaque transaction que tu as gérée seule, ai-je dit. On verra ce qu'on y trouve. Un silence épais et acide s'est étiré entre nous. Finalement, elle s'est affalée dans sa chaise, les épaules basses. Ça va me détruire, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu t'es détruite toi-même. Je ne fais que le documenter. Ses larmes ont ralenti. Quelque chose comme du calcul s'est glissé derrière ses yeux. Et Étienne, a-t-elle demandé. Tu divorces de lui de toute façon. Il aura la moitié de tout. Il s'en sortira bien. J'ai failli rire. Tu penses vraiment que je me suis lancé dans un mariage de 8 ans sans contrat de mariage, ai-je demandé. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes. Elle ne savait pas. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point elle avait supposé de ma vie sans jamais rien demander. L'entreprise est protégée, ai-je menti sans sourciller. Il obtient une petite pension alimentaire pour une durée limitée. C'est tout. Son regard a volé des papiers de dissolution à la clause surlignée, aux photos étalées comme une main de carte perdante. Son avenir qui rétrécissait. Tu le fais vraiment, a-t-elle murmuré. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Mon avocat a déposé les documents ce matin. Elle s'est levée brusquement,
la chaise raclant le sol. Tu le regretteras, Amélie, a-t-elle sifflé. Tu laisses ta fierté réduire en cendres tout ce que nous avons construit. J'ai rassemblé les photos en une pile nette. Non, ai-je dit. C'est toi qui as apporté l'allumette. Elle est partie sans un mot de plus. Le cirque a commencé environ 3 heures plus tard. D'abord, mon avocat a appelé. Chloé avait engagé un conseil. Il prétendait que la clause de moralité était vague et menaçait de contester les conditions de rachat. Qu'ils essaient, a dit mon avocat. Nous avons les photos. Les juges sont humains. Ils n'aiment pas ce genre de bazar. Puis le nom d'Étienne s'est allumé sur mon téléphone. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Le message est arrivé, la voix épaisse d'indignation et d'ego blessé. Amélie, ma carte vient d'être refusée au supermarché. C'est quoi ce bordel? C'est de l'abus financier. Tu ne peux pas juste me couper les vivres. J'ai répondu par texto. Le compte joint est toujours actif. La carte personnelle que je t'ai donnée est la mienne. C'était pour les urgences. Me tromper ne compte pas comme une urgence. Il a répondu par un mur de messages en colère. J'ai mis la conversation en sourdine. Sa mère a appelé ensuite. J'ai reconnu sa sonnerie avant de voir son nom. Amélie, ma chérie, a-t-elle commencé, la voix déjà humide. Je viens de parler à Étienne. Il est dévasté. Comment as-tu pu bloquer ces cartes comme ça? Les mariages traversent des moments difficiles. On ne fait pas tout exploser pour une erreur. Il couche avec Chloé depuis au moins 6 mois, ai-je dit. Un temps de silence, puis, elle ment. Cette femme le manipule. Tu sais comment les hommes sont faibles. Il a fait une erreur. Mais tu es sa femme. Ne pouvez-vous pas surmonter ça? Tu es en train de détruire sa vie. Non, ai-je dit, regardant la ville en bas depuis la fenêtre de mon bureau. Je refuse simplement de nettoyer ses dégâts. Pense à ce que tu fais, a-t-elle plaidé. Tu le regretteras quand tu seras seul. Et j'ai raccroché. À la fin de la semaine, l'avocat de Chloé avait envoyé une lettre de 3 pages promettant de s'opposer vigoureusement au rachat forcé. Mon avocat a répondu avec un dossier concis, la clause de moralité, le rapport du détective, les photos et une note indiquant qu'un audit initial avait déjà révélé des schémas préoccupants dans l'utilisation des fonds de l'entreprise par Chloé. Mon comptable a appelé ce soir-là, la voix tendue. Amélie, tu avais raison d'être méfiante, a-t-il dit. Je n'ai pas encore fini, mais il y a des dépenses qui n'ont rien de professionnel. Des vols, des séjours à l'hôtel, des restaurants dans des villes où nous n'avons pas de clients, le tout sur la carte de société qu'elle contrôle. Certaines dates coïncidant avec le voyage à l'hôtel. J'ai fermé les yeux. Documente tout, ai-je dit. On va en avoir besoin. J'ai terminé l'appel, éteint la lumière de mon bureau et je suis resté seul dans le noir, regardant mon reflet dans la vitre. J'avais toujours pensé que la trahison ressemblerait à une explosion. Bruyante, évidente, instantanée. Au lieu de cela, c'était silencieux. Des papiers qui glissent sur des tables, des cartes refusées au supermarché, des avocats parlant d'un ton mesuré. Ils pensaient jouer un jeu sur le long terme. Ils avaient oublié que je savais jouer, moi aussi. Chloé n'est pas partie sans se battre. Je ne m'y attendais pas, mais même là, j'ai sous-estimé jusqu'où elle irait. Le lundi matin, ma boîte de réception était pleine de messages frénétiques d'employés. Chloé avait convoqué une réunion d'urgence avec tout le personnel pendant que j'étais chez un client, leur disant qu'elle avait des nouvelles importantes sur l'avenir de l'entreprise. Bien sûr qu'elle en avait. Quand je suis arrivé au bureau, la voix de Chloé résonnait déjà à travers les murs de verre de la salle de conférence. Je ne pouvais pas distinguer chaque mot, mais le ton portait, dramatique, blessé, stratégiquement tremblant. Mes talons ont claqué sur le carrelage alors que j'approchais. Plusieurs employés se sont retournés en m'entendant, les yeux écarquillés. À l'intérieur, Chloé se tenait à la tête de la table, la place où je m'asseyais habituellement, les mains jointes comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle à des funérailles. Et je veux que vous entendiez tout cela directement de ma part, disait-elle. Amélie essaie de me forcer à partir. Elle déstabilise l'entreprise. J'ai ouvert la porte. Toutes les têtes se sont tournées. La bouche de Chloé s'est figée en pleine phrase. Oh, dit-elle faiblement. Amélie,
Je ne savais pas que tu étais évidemment, ai-je dit. S'il te plaît, continue. Tu étais en train de dire à notre personnel comment je déstabilise l'entreprise. Une vague de malaise a parcouru la pièce. J'étais juste elle a dégluti. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu me pousses dehors sans motif. Tu nuis à l'entreprise. Je suis passé devant elle et j'ai posé un dossier sur la table. Puis, je me suis adressé à la salle. Tout le monde, ai-je dit, la voix stable. Je m'excuse pour l'interruption, mais un peu de contexte est nécessaire. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Amélie, ne fais pas ça. Je l'ai ignoré. Au cours des derniers mois, plusieurs mois, ai-je dit clairement, Chloé s'est livrée à une conduite qui viole notre contrat d'association. Une conduite qui porte atteinte à la réputation de l'entreprise et à la confiance de nos clients. Des murmures ont éclaté. Chloé secoua la tête furieusement. Ce n'est pas elle déforme la vérité. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti les photos. Je les ai posées sur la table une par une, les faisant glisser à la vue de tous. Chloé a cessé de parler. Des halètements, puis un silence si tranchant qu'il bourdonnait. Je n'ai pas savouré l'humiliation, mais je n'ai pas non plus reculé. Voici, ai-je continué, Chloé dans un hôtel de luxe la semaine dernière avec mon mari. La même semaine où elle m'a dit qu'elle travaillait à distance sur l'expansion de la côte ouest. Quelqu'un a juré à voix basse. Un designer près du bout de la table a murmuré « Oh mon Dieu !» Et pendant ce temps, ai-je poursuivi, elle effectuait également des dépenses non autorisées sur la carte de l'entreprise, y compris des séjours à l'hôtel et des vols sans rapport avec le travail de nos clients. La voix de Chloé s'est brisée. Amélie, ce n'est pas juste. Tu as raison, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Rien de tout cela n'est juste pour nos employés, pour nos clients, pour moi, et surtout pas pour cette entreprise que nous avons construite ensemble. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais trop de gens avaient déjà vu la vérité. Je me suis tourné vers le personnel. Je vous offre à tous de la clarté aujourd'hui. L'entreprise est stable, plus que stable. La semaine dernière seulement, nous avons obtenu 3 nouveaux contrats. Nous sommes en expansion, pas en faillite, et quiconque souhaite rester recevra une prime de rétention ce trimestre. Ça a attiré leur attention. Le visage de Chloé s'est décomposé. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. Quelque chose s'est brisé en elle. Elle s'est jetée en avant. Pas loin, mais assez. 2 développeurs ont instinctivement tendu les bras, la bloquant avant qu'elle ne s'approche. Laissez-moi passer, a-t-elle étouffé. Elle est en train de tout gâcher. La sécurité était déjà dans le couloir. Les RH étaient 3 pas derrière. Ils sont entrés dans la pièce, calmes et professionnels. Mademoiselle Leroy, veuillez nous suivre. Chloé m'a regardé, les yeux rouges, le mascara coulant. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Tu penses que l'entreprise survivra sans moi? Tu penses que les clients te feront confiance quand ils découvriront ce que tu as fait? J'ai penché la tête. Que ai-je fait, ai-je demandé. Rester fidèle? Venir au travail? Ne pas commettre de fraude? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La sécurité l'a prise par les bras. Pas avec force, mais fermement, l'escortant dehors alors qu'elle criait par-dessus son épaule. Amélie, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière elle. Le silence s'est installé. 20 paires d'yeux me fixaient. J'ai expiré. Nous allons de l'avant, ai-je dit simplement, plus fort. Personne n'a quitté l'entreprise ce jour-là. Personne n'a même hésité. Cet après-midi-là, l'avocat de Chloé a envoyé un email urgent m'accusant d'humiliation publique et de sabotage professionnel. Mon avocat a répondu avec les images de la caméra de sécurité la montrant tentant de se jeter sur moi avant de provoquer une perturbation sur le lieu de travail. Le lendemain, son licenciement pour faute grave a été finalisé. Mais Chloé n'était pas la seule à se débattre. Étienne a essayé sa propre tactique. Le mercredi matin, mon téléphone a vibré 10 fois en 2 minutes. Étienne, il faut qu'on parle. Urgent. Étienne, tout le monde se retourne contre moi. J'ai besoin de soutien maintenant. Étienne,
tu ne peux pas me laisser comme ça. Puis, Étienne, je passe au bureau. J'ai répondu instantanément. Ne viens pas à mon bureau. C'est un lieu de travail. Nous communiquons par l'intermédiaire de nos avocats. Il est venu quand même. J'étais en train d'examiner une proposition client lorsque mon assistante est entrée. Pâle. Amélie, votre mari est là. Pas ex-mari, pas encore. Je me suis levé alors qu'il s'approchait de la porte en verre. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui souriait narquoisement au bar d'un hôtel de luxe. Son bronzage s'était estompé en un teint cireux. Il avait clairement mal dormi. Amélie, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. S'il te plaît, viens dans le couloir, ai-je dit froidement. Pas ici. Nous avons marché jusqu'à un couloir vide. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Tout s'écroule. Ma famille pense que je suis un monstre. L'avocat de Chloé me rejette la faute pour tout. J'ai fait une erreur. D'accord, j'ai merdé, mais je t'aime toujours. Non, ai-je dit. Tu aimes la stabilité que je t'offrais. Tu aimes la version de toi que j'ai rendue possible. Ce n'est pas juste. Vous avez comploté contre moi. Ma voix n'a pas haussé le ton, mais elle s'est durcie. J'ai lu les messages, ceux sur ton iPad. Son visage s'est vidé de son sang. Toi et Chloé ne faisiez pas que coucher ensemble. Vous planifiez une nouvelle entreprise, discutiez des clients à voler, des employés à recruter, de la façon d'utiliser mon entreprise et mon argent pour financer votre petite start-up. Ce n'était pas on se défoulait juste. Je me suis approché. Tu as comploté mon assassinat professionnel en dormant dans mon lit. Il a tressailli comme s'il avait été frappé. Je t'aime toujours, a-t-il murmuré comme si c'était une bouée de sauvetage qu'il voulait que je saisisse. Je m'en fiche, ai-je dit. Puis j'ai fait un signe de tête aux gardes postés près des ascenseurs. Veuillez l'escorter hors des locaux. Le garde s'est approché. Étienne a regardé entre nous deux. Tu le fais vraiment, a-t-il murmuré. Je l'ai déjà fait. Il n'a pas lutté. Il s'est juste laissé conduire dehors, les épaules affaissées, les yeux sombres d'un mélange de regret et d'apitoiement. Je l'ai regardé partir. Puis j'ai émis un avis d'interdiction de pénétrer via les RH. Les résultats de l'audit sont arrivés le lendemain matin. Mon comptable a appelé, la voix tendue. Amélie, c'est grave. Chloé ne se contentait pas de facturer des hôtels. Elle partageait des informations sur les offres de nos clients avec un concurrent. Réunion, email, transfert de documents. Ce n'était plus une liaison. C'était de l'espionnage industriel. Mon estomac s'est noué. Quels sont nos recours? Nous avons des motifs pour des poursuites civiles, voire pénales. J'ai fermé les yeux. Je veux que tout soit documenté, ai-je dit. Chaque fichier, chaque horodatage, chaque anomalie. Et Étienne, a-t-il demandé doucement. J'ai dégluti. Il va couler avec elle, ai-je dit. Mais il a creusé le trou lui-même. J'ai raccroché, me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé la ville par la fenêtre de mon bureau. C'était comme regarder une tempête depuis l'intérieur d'un bâtiment renforcé. Le vent hurlant, la foudre frappant, les débris volant partout. Mais les fondations sous mes pieds, elles, ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé que c'étaient les leurs qui se fissuraient, pas les miennes. L'email de mon avocat est arrivé à 6h42. Objet, demande de communication de pièces d'urgence accordée. Préparez-vous pour les prochaines étapes. Je l'ai lu 2 fois avant que mon café ne finisse de couler. Le juge avait examiné les messages textes que j'avais extraits de l'iPad synchronisé d'Étienne se montrant 9 mois de planification, de complot et de partage d'informations confidentielles sur les clients et avait jugé qu'ils étaient recevables. Étienne m'avait donné accès à tous les appareils synchronisés pendant notre mariage. L'iPad était chez moi. Aucune violation de la vie privée. L'ordonnance de communication signifiait que Chloé devait maintenant tout remettre. Ses emails, ses messages Slack, ses journaux de communication clients, ses relevés financiers, l'historique de ses appareils et, surtout, ses conversations avec les concurrents. La note de mon avocat se terminait par « Accrochez-vous. Quand nous creuserons, nous trouverons plus ». Il avait raison. Nous n'étions même pas arrivés à l'heure du déjeuner que l'avalanche a commencé. Les fichiers des concurrents.
À 11h15, j'étais assise dans mon bureau avec mon avocat et mon comptable en visioconférence. Des fichiers ouverts sur plusieurs écrans. Amélie, dit mon comptable en se frottant le front. C'est pire que ce que j'imaginais. Il a cliqué sur un dossier intitulé Chloé-Leroy-Consulting-Concurrent-Doc-Partagé. À l'intérieur se trouvaient des PDF, des captures d'écran, des feuilles de calcul. Regardez les dates, a-t-il dit. Les plus anciennes remontent à 11 mois. Avant même que la liaison ne commence, a-t-il ajouté. J'ai fixé les noms des fichiers. Offre-client-jackson-tech-final.pdf. Stratégie-tarifaire-confidentiel.xls. Périmètre projet 2024 renouvellement.docs. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle leur a donné nos chiffres, ai-je murmuré. Oui, a dit mon comptable. Elle a divulgué notre structure de prix avant les appels d'offres. Cela explique l'échec de justesse que nous avons eu le trimestre dernier. Ils ont fait une offre inférieure à la vôtre de 3%. Juste assez pour paraître compétitif, pas suspect. Mon avocat s'est penché en avant. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Vol de secrets commerciaux, espionnage industriel, association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie. Nous ajouterons tout cela à notre demande conventionnelle. Un silence s'est étiré entre nous trois. Et Étienne, a demandé mon avocat avec prudence. Toujours impliqué. Mon comptable a ouvert un autre dossier. Celui-ci m'a fait serrer la mâchoire. C'était un fil de conversation intitulé E-plan-startup-E+C. Des captures d'écran, des PDF, des notes vocales. La voix d'Étienne, déformée mais claire d'après une transcription, une fois qu'Amélie forcera une restructuration, Chloé et moi pourrons nous positionner comme la moitié stable de l'entreprise. Elle est de toute façon trop occupée pour remarquer les détails. Une autre note, la voix de Chloé, après le rachat, nous utiliserons l'indemnité d'Étienne du divorce pour couvrir les frais initiaux. Et une autre, le compte et nous suivra. Il me préfère à Amélie. Encore une autre, 3 employés sont déjà mécontents. Ils changeront de bord si nous leur promettons des augmentations. Mon estomac s'est retourné. Mon mari, mon associé, élaborant des plans de bataille dans ma maison, sur mon canapé, en utilisant mon Wi-Fi. Mon avocat m'a regardé attentivement. Nous avons assez pour les enterrer. J'ai fermé les yeux un long moment. Je ne veux pas les enterrer, ai-je finalement dit. Je veux m'assurer qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de recommencer. Il a hoché la tête lentement. Nous pouvons faire ça. Les réunions avec les clients. Nous avons tenu 3 réunions consécutives cet après-midi-là avec nos plus gros clients. Mon avocat a conseillé la transparence, les faits et des excuses pour toute perturbation. Je me suis assise dans une salle de conférence aux parois de verre, le cœur battant la chamade. Le premier client, Jackson Tech, a écouté calmement pendant que j'exposais la situation. Quand j'ai eu fini, le PDG s'est penché en arrière dans sa chaise, a croisé les bras et a dit, « Amélie, nous soupçonnions que quelque chose n'allait pas. Votre concurrent a fait une offre inférieure à la nôtre 2 fois avec des chiffres qu'il n'aurait pas dû avoir. » J'ai dégluti. « Je suis désolé, vraiment désolé, » a-t-il raillé en se penchant en avant. « Vous avez apporté des preuves. C'est plus que ce que la plupart des entreprises feraient. Nous sommes impressionnés. » Il a fait glisser un contrat de renouvellement signé sur la table. Mes yeux se sont écarquillés. « Nous vous faisons confiance, » a-t-il dit. Pas à elle. Les 2 clients suivants ont réagi de manière similaire. Choc, colère, puis soutien. L'un a même proposé de témoigner si nécessaire. Je n'ai pleuré qu'après leur départ. La crise de nerfs de Chloé, 2e partie. J'aurais dû m'attendre à son prochain coup. Cet après-midi-là, Chloé a envoyé un email de masse à tous les employés, affirmant que j'avais fabriqué des preuves. Que je détruisais sa carrière par vengeance. Que j'avais manipulé émotionnellement le personnel contre elle et qu'elle était la vraie visionnaire derrière l'entreprise. Elle a mis les RH en copie. Elle a mis nos investisseurs en copie. Elle a mis 3 clients en copie. Elle a même mis ma mère en copie, je ne sais comment. Mon avocat a rédigé une réponse. À tous les concernés, veuillez trouver ci-joint des documents recevables par un tribunal, y compris des horodatages et des conclusions d'audit.
Veuillez également consulter ci-joint les images de la caméra de sécurité de l'incident sur le lieu de travail. Cordialement, l'équipe juridique. Nous l'avons envoyé. 30 minutes plus tard, la plaque nominative de Chloé au bureau a été retirée. L'effondrement final d'Étienne. Il a essayé de contester le divorce pendant 2 jours. Puis le couperet est tombé. Mon avocat a présenté les messages extraits, les photos de l'hôtel, l'audit financier montrant qu'Étienne avait autorisé des dîners d'affaires avec Chloé qui étaient en fait des rendez-vous galants. La preuve qu'il n'avait rien apporté à l'entreprise. Des dossiers montrant qu'il avait changé de travail 6 fois en 8 ans. Et enfin, le contrat de mariage. Il est devenu livide. « Tu m'as piégé », a-t-il dit après l'avoir examiné. « Non », ai-je dit, « tu l'as signé avec ton propre avocat. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Je te laisse avec les choix que tu as faits, ai-je dit. Il est revenu une dernière fois. Il pleuvait la nuit où il est revenu. Il n'a pas frappé. Il est juste resté sur le porche jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Ses cheveux étaient trempés. Ses yeux étaient vides. « Amélie », a-t-il murmuré. « Je n'ai nulle part où aller. »« Tu peux aller n'importe où, sauf ici, » ai-je dit. Il a tendu la main vers mon bras. « S'il te plaît, je t'aime. »« Non, » ai-je dit doucement en m'écartant de sa portée. « La version de toi-même qui existait à côté de moi te manque. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu, et tu ne m'as pas assez aimé pour être fidèle, honnête ou décent. » Sa voix s'est brisée. Elle m'a menti. « Toi aussi, » ai-je dit. Il m'a regardé pendant un long moment vide. Puis il s'est éloigné sous la pluie. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et j'ai expiré. La confrontation au bureau qui a tout terminé. Chloé a tenté un dernier coup désespéré. Elle a intenté un procès, affirmant que j'avais violé le contrat d'association en lui coupant l'accès prématurément. Elle a soutenu qu'elle avait été injustement évincée et méritait une compensation. La demande reconventionnelle de mon avocat incluait la fraude, l'association de malfaiteurs, le vol de secrets commerciaux, le manquement à l'obligation de loyauté, l'abus de biens sociaux, l'ingérence intentionnelle dans les relations d'affaires. Les preuves étaient accablantes. L'avocat de Chloé a retiré la plainte en 1 semaine, puis nous a envoyé une offre de règlement. Elle partirait avec rien de plus que son dernier mois de salaire si nous acceptions de ne pas engager de poursuite pénale, et elle signerait une clause de non-concurrence de 5 ans. Mon avocat semblait stupéfait. Elle doit être terrifiée, a-t-il dit. Elle devrait l'être, ai-je répondu. Nous avons accepté. Le divorce. Étienne n'a plus lutté. Il s'est présenté à l'audience finale, l'air fatigué, vaincu. Son avocat a parlé pour lui. Le juge a tout examiné, puis a dit, étant donné la gravité de la faute, votre client a de la chance que la requérante ne presse pas de charge pénale. Divorce prononcé. 3 minutes. 8 ans. Fini. L'après. Dans les semaines qui ont suivi, Chloé a tenté de lancer sa propre entreprise de conseil. Elle s'est effondrée en 6 semaines. Étienne a emménagé chez ses parents et a commencé à travailler à temps partiel dans la vente. Sa famille a essayé de m'envoyer des messages sur le pardon et le fait de ne pas laisser l'amertume ruiner mon âme. Je les ai bloqués. Chloé a tenté de m'ajouter sur LinkedIn avec une note « On peut se parler ?» Je l'ai supprimé. Mon entreprise a prospéré. Chiffre d'affaires en hausse de 40%. Nouvelles embauches. Bureau repeint. Culture réinitialisée. Clients reconnaissants. Et moi. Pendant longtemps, je ne suis sorti avec personne. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'ai enfin ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La quiétude, le contrôle, moi-même. Un client a récemment essayé de me présenter son neveu célibataire. J'ai poliment décliné. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est mon calendrier, ma vie, mes règles, et il ne reste plus une seule personne dans ma vie qui ait jamais comploté ma chute.